Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Enquête sur les conflits dans le monde du travail lorsque les choses dérapent entre les patrons et les salariés, comme on l'a vu cette semaine à Air France. Le travail, la pression des chefs, la violence et même parfois le racisme. Discrimination, placard, le grand tabou, c'est le thème de ce 319e numéro de Complément d'enquête. Moi, depuis que un patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque-là. T'as compris ça? C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le tac, et le mettre en haut de mon bâtiment. Et t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. L'extrait que l'on vient de voir est tout à fait terrible. C'est le patron d'une entreprise de transport qui insulte un de ses employés d'origine arabe. Une vidéo choquante que l'on va décrypter ensemble tout à l'heure. On va également révéler ici le résultat d'un testing inédit, la plus grande enquête jamais réalisée en France sur les discriminations à l'embauche. Plus de 6000 CV identiques ont été envoyés à des entreprises par des candidats juifs, catholiques ou musulmans. On verra quel résultat ça donne. On va aussi vous emmener ce soir au fond du placard, ces bureaux où des employés sont payés à ne rien faire et à regarder l'horloge tourner. Enfin, beaucoup plus joyeux, on va se pencher sur un phénomène nouveau, les boîtes sans chef, les entreprises qui expérimentent le travail sans hiérarchie, sans contremaître, sans petit chef, et vous verrez que ça marche. Pour parler de tout ça, nous sommes venus ici à la Mutinerie. C'est un espace de coworking où se rassemblent des freelances qu'on appelle des employés libérés. Pour parler des placards, mais aussi de ce qui s'est passé cette semaine à Air France, dans les fauteuils rouges, nous recevrons tout à l'heure Olivier Besancenot, qui a lui-même eu l'occasion de séquestrer des patrons. Nous serons aussi avec Laurent Bigorne, qui est le directeur de l'Institut Montaigne et qui va donc nous révéler les résultats de cette très grande étude sur les discriminations à l'embauche. Mais tout de suite, notre reportage sur ces salariés payés à ne rien faire. Comment le vivent-ils au quotidien? Qui sont ces travailleurs invisibles? Placard, les bannis du boulot, c'est un reportage signé Baptiste Desmontiers, Claire-Marie Denis et Vincent Buchy. Il se définit lui-même comme le champion de France du placard. Rosine, tu vas bien mon frère? Charles Simon, 55 ans, payé à ne rien faire depuis 12 ans. Bon alors Agnès, elle est pas venue du coup. Essayez de mettre les deux plus cons à côté de moi s'il vous plaît. À 5 000 € par mois, un très bon salaire, il est sûrement le plus heureux des employés de la SNCF. Son quotidien, des gueuletons entre copains. À l'amitié et mort au con comme on a l'habitude de le dire. Ce fort en gueule, ancien responsable de compte à la SNCF, jure avoir été écarté de son poste pour avoir dénoncé à sa hiérarchie une gigantesque fraude. Les magouilles que je dénonce depuis 2002 s'élèvent, dites-moi un prix. Allez. 15 milliards d'euros. À plus. Plus. 21 milliards de fraude depuis 2002. Simplement parce que je suis honnête, on veut pas de moi. Ça, faut que les Français le sachent. 21 milliards d'euros de fraude, difficile à croire. D'autant que Charles Simon n'apporte pas vraiment de preuves. Il se prétend lanceur d'alerte. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du repas, quand ses copains reprennent le chemin du boulot, Il passe me voir à la maison de temps en temps. Charles retourne seul chez lui. Shalom. Depuis 12 années, ce cadre supérieur n'a pas mis les pieds au bureau. Dans sa grande maison bourgeoise du centre-ville, il a dû apprendre à composer avec le temps qui passe. La vie continue de s'écouler. Bon, comme je ne suis pas obligé de me rendre au travail, eh bien, par contre, je confonds parfois le dimanche avec le mardi. Donc, il m'arrive de partir en week-end le mardi et puis d'organiser des gueuletons avec mes copains en plein milieu de la semaine, quoi. Veuf, il partage ses journées entre ses plantes vertes et ses copains. Charles fait ce qu'il veut. Un Havane aux lèvres, la belle vie. Vous êtes un peu provocateur ou c'est vraiment votre quotidien?
C'est mon quotidien, ouais. Non, je cherche à provoquer personne, mes copains savent que ça se passe comme ça. 12 années durant lesquelles ce passionné de pêche au gros a pris le temps de voyager. Madagascar, c'est le dépaysement, c'est l'authenticité, c'est la gentillesse. J'adorais aller là-bas. Oh, tiens. Ça, c'était mon petit déjeuner le matin, quoi. Face à la mer, voilà. Sous les palmiers. Vous y êtes allé combien de fois? 12 fois, 15 fois. Aucun travail, aucune obligation de pointer. Et pourtant, Charles est toujours salarié de la SNCF. Alors, chaque fin de mois, il empoche le jackpot. Voilà. Voilà toutes les fiches de paye que ça représente. Chacune pèse 5 000 euros. Net. Net. La plus rigolote, c'est celle du mois de juin 2015. Mois de juin 2015, 5 361 euros net. Parce que j'ai ma prime de vacances. Il touche des primes de vacances et il est même régulièrement augmenté. En 12 ans, il a ainsi empoché 800 000 euros de salaire. Selon Charles, ce placard doré, ce serait le prix de la tranquillité pour la SNCF. Fin 2002, quand il commence à s'agiter et à pointer du doigt ses prétendues fraudes, voici ce que lui aurait répondu son DRH. À partir de maintenant, tu resteras chez toi. Tu toucheras ta paye tous les mois, on t'enverra ta feuille de paye tous les mois, tu nous emmerdes pas, on t'emmerde pas. La SNCF aurait-elle cherché à acheter le silence d'un salarié gênant? Au siège, on nie en bloc les accusations de fraude, mais cette affaire embarrasse. Selon les syndicats, il y aurait, comme Charles Simon, 300 cadres placardisés, bonjour madame, payés à ne rien faire. C'est la directrice des ressources humaines du groupe, Béatrice Laforie, qui nous reçoit. J'ai assez peu de temps, je Bah oui. 10 petites minutes sur un coin de table, pour nous dire que non, Charles Simon n'est pas au placard. L'entreprise tenterait depuis 12 ans de recaser ce salarié ingérable. Les relations avec Charles Simon ont été extrêmement complexes. C'est quand même une personnalité un peu atypique. On a discuté par voie d'avocat, on aurait pu discuter mieux. On a sans doute perdu du temps, mais on a discuté et c'est un cas, encore une fois, très particulier. À la SNCF, le mot « placard » est tabou, banni du vocabulaire des ressources humaines. Des situations de placardisation, des situations de salariés qui ne travaillent pas. Il y en a d'autres, vous pensez, à la SNCF? Je n'entends même pas la question. On a une politique de ressources humaines qui veut que nous organisions le parcours professionnel en fait, de l'ensemble de nos salariés qui, pour leur grande globalité, passent toute leur carrière dans l'entreprise. Donc ça veut dire plusieurs postes, souvent plusieurs régions, plusieurs affectations. Voire pas d'affectation en l'occurrence. Pour Non, M. Simon, il n'en avait pas. Tous sont affectés. Non, je ne vous suis pas sur ce terrain. La SNCF accompagne, organise des parcours, mais ne licencie pas. Voilà ce qui mène tout droit au fond d'un placard, pas toujours doré. Il existe peu d'études, aucun chiffre officiel, mais il serait des milliers chaque matin à prendre le chemin du travail, sans avoir ni fonction, ni dossier, ni rendez-vous. On a décidé que vous n'êtes plus rien, que vous ne serez plus rien, que vous n'aurez plus aucune carrière, aucun avancement, aucune promotion. Vous n'êtes plus rien, vous êtes un fantôme d'entreprise. Ces fantômes, on les trouve à la SNCF, à la Poste, dans la fonction publique et même dans la télévision, mais aussi dans les grands groupes privés, les banques. Des salariés mis sur la touche, isolés. On est un peu comme un pestiféré, les gens vous évitent, quand ils vous croisent, ils font comme si vous ne voyaient pas. Quand on ne peut pas licencier ou qu'on ne veut pas froisser les syndicats, pour briser un employé et le pousser à la démission, le placard est devenu une méthode de management aux conséquences parfois dramatiques. S'accrocher à son poste et rester dans un placard, c'est bien souvent mourir à petit feu. Ce matin, comme chaque jour de sa vie, Thomas, 59 ans, s'est réveillé à l'aube. Il a toujours fait comme ça, prendre un petit déjeuner sur le pouce et partir tôt au bureau avant son épouse. C'est une bonne journée. Toi aussi. Ok.
Bye bye. Salut ma petite chérie. Salut. Un rythme soutenu, vestige du temps où il était commercial. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu des périodes où j'avais une activité très intense. J'étais énormément en déplacement, j'étais en Italie, j'étais en Allemagne, j'étais un peu partout. Voilà 25 ans que Thomas travaille pour une administration publique. Mais depuis que son chef l'a pris en grippe il y a 3 ans, ses journées sont vides. À mesure qu'il s'approche de son bureau, l'angoisse monte et Thomas craque. Et je commence à me demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, parce que je sais qu'a priori j'aurai pas grand-chose à faire et oui, les journées sont longues et c'est dur quoi, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tout le temps, tous les jours de l'année, depuis des années et c'est une souffrance. Des journées entières sans la moindre tâche. Difficile à imaginer. Alors, pour nous montrer son quotidien, Thomas s'est filmé avec son téléphone. Il est 20h, je suis dans mon bureau. On va aller jeter un œil, voir si on a reçu des mails. Bon, aucun mail pour moi, toute la pub. On va regarder, tiens, on va regarder la météo. Toute la journée, Thomas s'occupe. Il voyage à sa manière pour tuer le temps. Il est 9h, ça fait 1 heure que je suis au travail. La journée va être très longue. Heureusement, je me suis amené un peu de lecture. Thomas perçoit 2500 € par mois. Officiellement, il est responsable réseau. Eh bien voilà mon téléphone. Je ne vous avais pas encore montré cet instrument de toute inutilité qui ne sonne jamais. En 1 an, il a dû sonner 2 fois parce que des gens avaient composé un mauvais numéro. En fait, je ne suis pas sur l'annuaire. Je ne sais même pas mon numéro de téléphone. Depuis 3 ans, il est totalement coupé du reste de l'entreprise. Avec cette question qui le hante, qu'a-t-il fait de mal? Je tourne en rond dans mon bureau, je tourne en rond dans ma tête. J'ai l'impression d'être puni, mais je ne sais pas pourquoi. Nous le retrouvons à sa pause déjeuner. Chaque jour, à 13h pile, Thomas mange le même sandwich, dans le même bar. Magnifique, merci chef. Toujours seul. Ben, mes collègues, ils ont dû aller manger au restaurant de l'entreprise. Vous déjeunez jamais avec eux? Non, je déjeune pas avec eux. Quand on n'a pas de travail, on est un peu comme un pestiféré. Les gens vous évitent. Il y a une partie des gens qui tournent carrément la tête, quoi. Quand ils vous croisent, ben, ils font comme si vous ne voyiez pas, quoi. Vous n'avez pas de travail. Du coup, vous n'existez pas. Et on a l'impression que les gens s'exposent s'ils se montrent avec vous, quoi. Donc, pourquoi vous partez pas? Une démission me ferait perdre une partie de mes droits à retraite. Je n'aurais pas droit au chômage non plus. Je me retrouverais sans revenu du jour au lendemain. 2500 € mensuels, le prix de la souffrance. Il lui reste 2 ans à tenir avant la retraite, et chaque jour Thomas compte les minutes avant la libération. J'ai des horaires à faire, je fais mes horaires et si possible pas 1 minute de plus. C'est pas la peine de rester en prison, incarcéré dans ma cellule plus de temps que nécessaire. C'est pas de la fainéantise, mais tant qu'à rien faire, autant ne rien faire, mais en liberté. Thomas a baissé les bras. Cher maître, bonjour. Comment vas-tu? D'autres, au contraire, ont décidé de se battre. Dans la région parisienne, Loïc Skoarnek et maître Martin Stodoar se sont érigés en défenseurs de ces bannis de l'entreprise. On
On a obtenu donc des résiliations de contrat de travail avec des choses très intéressantes. Oh. Le harceleur, on a obtenu sa condamnation à titre personnel. Ça c'est du nanan. Ça. Et c'est un DRH. Oh bah parfait. Oh bah c'est très bien. Bah celui-là il va passer une bonne soirée. Donc, Leur credo, attaquer pour harcèlement les employeurs qui placardisent. La placardisation, évidemment, c'est une souffrance au travail dans la mesure où la placardisation, ça peut être géographique, mais aussi psychologique. La rétrogradation, l'isolement, le dénigrement, les personnes qui vous disent plus bonjour, vous avez plus de travail. Donc, obligatoirement, ça devient une souffrance au travail. Vous allez travailler, vous avez la boule au ventre. Il y a 16 ans, Loïc a monté son association après avoir lui-même passé 7 ans au placard dans une grande banque française. Novembre 2011. Pardon. Hop. Là, c'est tous les dossiers qui sont en cours actuellement au cours de l'année 2015. Et là, vous avez la masse d'emails que nous recevons. Vous voyez, c'est donc très important. Aujourd'hui, son pavillon croule sous les dossiers. 5000 salariés le contactent chaque année. Et dans plus d'1 millier de cas, il s'agit de placardisation. Pour Loïc, le placard est devenu un outil pour faire craquer les employés. C'est une méthode de management. Ne pas donner du travail tous les jours. Demander aux salariés qu'on ne vous parle plus. Ne vous faire participer à plus aucune réunion. C'est tout simplement parce qu'on a décidé d'avoir vos pots que vous ne faites plus l'affaire, que vous devez partir de l'entreprise le plus vite possible au moindre coût. C'est ça la vérité. De méchants employeurs, prêts à tout pour faire partir leurs salariés. Pas si simple. Christian Gury a pris de la hauteur sur le monde du travail. Cet ancien manager fait désormais de la gestion de carrière. Depuis 15 ans, des cadres sur la touche, il en voit défiler, et presque à chaque fois, les torts sont partagés. Qui peut se payer le luxe d'avoir un salarié qui ne travaille pas dans un placard, entre guillemets? En fait, en toute théorie, personne. C'est pas rentable, en fait. Payer quelqu'un à pas faire grand-chose, d'abord ça coûte cher, et puis surtout c'est terrible pour l'ambiance. Et donc globalement ça ne devrait pas exister. Alors pourquoi c'est contre-productif? C'est un manque de courage du salarié qui n'ose pas affronter des choses qui sont difficiles, et donc le changement, et du manager qui n'ose pas affirmer à son collaborateur face à face qu'il y a un problème et qu'il faut que quelque chose change, que l'entreprise a changé et que le salarié doit s'adapter ou partir. Michel, lui, a décidé de prendre sa revanche devant les tribunaux. Son placard, il en est sorti l'été dernier, mais trop tard. Ingénieur, il a vécu l'enfer 3 années durant, et aujourd'hui, il peine à s'en remettre. Je prends un anxiolytique et un antidépresseur tous les jours. Ça, depuis juillet 2011, sans arrêt. Et ma généraliste et la psychologue qui me suit depuis plusieurs années ne veulent pas que j'arrête tant que l'affaire n'est pas complètement définitivement finie. Michel compte bien envoyer son ex-directrice adjointe et son ancien directeur derrière les barreaux. Bonjour Maître Yocom. Il y a 3 ans, suite à un changement de direction, ce cadre, qui dirigeait 80 personnes à la blanchisserie de l'hôpital de Metz, s'est vu confier l'inventaire des poubelles et des fauteuils, sans être autorisé à sortir de son bureau. Quand je devais aller faire un tour dans un secteur de l'entreprise, je devais envoyer un mail pour avertir que j'allais le faire à des gens qui étaient sous ma responsabilité auparavant et qui sont dans la catégorie C. Donc vous deviez demander l'autorisation pour bouger de votre bureau, quoi. Je demande à un ouvrier si je peux aller dans le secteur où il travaille, quoi. Il est mis en quarantaine en fait. Hein. C'est ça que le film montre. C'est une vraie mise en quarantaine là. Pour apporter les preuves de son calvaire, son avocat lui a demandé de se filmer. Pendant plus d'1 semaine, Michel a enregistré sa vie dans ce local technique qui lui servait de bureau. C'est difficile de prouver qu'on est au placard parce que, par définition, c'est quelque chose qui se passe dans le huis clos de l'entreprise et d'une manière qui n'est pas ostensiblement publique. Tribunal correctionnel de Metz, le jour de l'audience. C'est parti. Aujourd'hui, Michel est confiant. Il a déjà fait condamner ses supérieurs à 6 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Ses anciens patrons ont refusé de nous parler. Lors de l'audience,
Ils n'ont pas eu un mot pour leur ancien employé. Et voilà pour ce reportage étonnant signé Baptiste Desmontiers et Claire-Marie Denier. On se retrouve ici au siège du NPA avec Olivier Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Ancien candidat à la présidentielle, toujours postier. On est dans l'imprimerie de votre parti, là où vous éditez notamment cet hebdo qui titre cette semaine sur l'explosion de colère à Air France. On va y revenir sur Air France. Mais d'abord, un mot sur ce qu'on vient de voir, ce phénomène du placard. C'est une forme de souffrance au travail qu'on ne connaît pas très bien. Oui, je pense qu'il y a des milliers de drames à huis clos comme ça qui se déroulent dans le monde du travail sur en particulier une catégorie spécifique qui est celle de l'encadrement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des nouvelles méthodes managériales, une nouvelle dictature managériale qui s'est installée dans beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises publiques ou privées. Et ceux qui ne rentrent pas dans le moule, une des manières de les mettre de côté, c'est probablement celle-là. Mais enfin, c'est des images absolument terrible. Alors ça concerne surtout la fonction publique, parce que dans le privé, on imagine que ces cadres, ils seraient remerciés. C'est dû aussi dans le privé, statut protecteur. Je ne crois pas que ça soit particulier au public, je pense que c'est vrai aussi dans le privé. C'est une façon de pousser à la démission. Et il y a beaucoup de placardisés à la Poste ? Moi, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans l'encadrement, donc c'est pas... Vous êtes au guichet désormais, parce qu'on vous avait souvent vu avant vous livriez le courrier à Neuilly, maintenant vous êtes au guichet. Depuis 2 ans, je suis au guichet. C'est mieux ? C'est un nouveau métier, c'est aussi une façon de se rendre compte que quelles que soient les politiques de privatisation et de libéralisation dans un quartier populaire, on arrive encore à rendre un service, et moi c'est pour ça que je fais ce boulot et que je l'aime, quels que soient les coups que la direction veut bien nous porter, mais par exemple dans mon bureau on veut fermer des guichets du côté de la direction, donc on a des négociations et je peux vous dire ce que je pense par exemple du dialogue social, c'est-à-dire une grande blague à la Poste comme ailleurs. Alors, puisqu'on parle de dialogue social, on a vu ces images donc lundi à Roissy au CCE d'Air France de ces 2 cadres déshabillés. Dans votre hebdomadaire, vous en parlez, vous dites c'est presque un modèle, hein, il faut que les salariés fassent entendre leur colère, qu'il y ait une explosion de colère. Est-ce que ça passe forcément par une explosion de colère, le dialogue social ? Il n'y a pas de dialogue social. Voilà, ce qu'on a vu à Air France, c'est la fin de cette espèce de grand mythe, ce mot avec lequel les politiciens se gargarisent depuis maintenant plusieurs années en disant il y a du dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social. Il y a un monologue patronal, appuyé par le gouvernement, mais il n'y a pas de dialogue social. Je veux dire, on est en train de vivre, on avait des mesures qui vont à l'encontre même de ceux qui revendiquent le dialogue social. Et moi, je connais ça à la Poste. C'est vous posez autour d'une table parce qu'on vous dit tu as un plan A, tu as un plan B. C'est quoi le plan A ? On va supprimer ton emploi. Le plan B, c'est quoi ? C'est la même chose. Et puis on va te prendre de haut en t'expliquant que tu n'as pas compris et on va te réexpliquer les choses comme si c'était un problème de pédagogie. Et cet aspect de paternaliste, de supériorité, je vous assure que pour l'avoir vécu de temps en temps, il est franchement agaçant pour dire soft. Je vais vous prendre un exemple. Quand on se mobilise à la Poste et qu'à un moment donné, en effet, il faut s'asseoir autour d'une table pour négocier parce qu'il y a une mobilisation, il faut trouver un dénouement. Alors au début d'une réunion, ça je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. On nous dit on est tous collaborateurs. Je dis bon, c'est bien, collaborateur, c'est un terme fort. Puis à la fin, bizarrement, ça bloque, et puis on nous explique, c'est la direction qui décide, on maintiendra la conduite du changement, parce qu'ils appellent ça comme ça, la conduite du changement, et on ne bougera pas. Pardon de le dire, mais au bout d'un moment, c'est légèrement agaçant, parce que quand on a, par exemple, comme c'est mon cas, plus de 17 ans d'entreprise, j'estime que ceux à qui j'ai affaire, pour faire soft, là aussi, j'ai autant participé à l'entreprise qu'eux. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de me faire piétiner. Alors, mais ça, Olivier Besancenot, ce sont les raisons de la colère. Mais est-ce que cette colère, elle passe forcément par une violence physique contre des cadres ? Pas forcément. Non, mais là, en l'occurrence, Air France, elle est passée par une violence physique et un peu humiliante contre ces cadres. Est-ce que c'était obligé ? Est-ce que vous le dénoncez ? Ah non, moi je dénonce pas, mais moi je l'assumais. Ça choque tout le monde, paraît-il, parce que là maintenant c'est grand consensus, les politiciens sont là à l'unisson, même des syndicalistes. Écoutez, moi je soutiens les salariés quand ils se mobilisent. Il n'y a pas de modèle. Quand ça explose, ça explose. L'histoire du mouvement... Y compris ça, donc y compris ce qu'on a vu. Non, mais moi, écoutez, je suis passé en procès, même pour une histoire de séquestration qui, pour le coup, était inventée par la direction, mais je peux vous dire, et je suis bien placé pour vous dire, que l'histoire du mouvement ouvrier est là pour nous rappeler que des explosions de colère, des coups de gueule, c'est le propre de l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, ça la fout mal pour un gouvernement qui a pas arrêté de dire que le dialogue social était au beau fixe, et qui se vantait de ça. Et puis, mais ça la fout mal aussi pour ceux qui le font, parce que ce sont des images frappantes. C'est des images frappantes, mais il faut que tout le monde se pose la question. Ça donne une très mauvaise image du syndicalisme. Je sais pas. Moi, quand on supprime mon entreprise, quand on veut supprimer un bout de mon entreprise, quand on veut fermer des guichets ou retirer des emplois, je ne serai jamais le partenaire social de celui qui me demande ça. Je sais pas, ça me paraît évident. Vous-même, vous l'avez évoqué, vous avez été jugé, condamné en première instance, relaxé en appel.
Qu'est-ce qui s'était passé? Vous aviez Oui, retenu 13, une dizaine de personnes de la DRH? C'est ce que nous reprochait la direction. Et en vrai, il s'était passé quoi? En vérité, il ne s'est pas passé ça. La preuve, c'est qu'on a été acquittés. Et puis, avec un argument de force, c'est que moi, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt pour soutenir des salariés quand on arrivait, par exemple, à séquestrer leur encadrement. Donc, le jour où je le fais, je le revendique et je ne vais pas me cacher. Merci beaucoup, Olivier Besancenot. On va parler maintenant de quelque chose qui va vous intéresser aussi, les discriminations dans le travail. Dans un instant, on dévoilera les résultats d'un gigantesque testing qui démontre que les discriminations contre les musulmans en France sont plus graves que celles contre les Noirs aux États-Unis. On en parle juste après ce reportage assez choquant sur le racisme du travail. Mon patron préfère les Blancs, c'est une enquête de Julien Daguerre, Vincent Pifteau et Olivier Broutin. Une matinée de septembre, juste en face des anciens locaux de Charlie Hebdo. Voilà des mois qu'à la Comédie Bastille, on ne rit plus beaucoup. Ce jour-là, sur les planches, c'est même du très sérieux. Une troupe de théâtre alerte sur la discrimination au travail. Excusez-moi de vous interrompre, mais je commence à travailler. Dans la salle, des recruteurs, des DRH de grands groupes, qui emploient à eux seuls plusieurs dizaines de milliers de salariés. Ils sont venus découvrir comment combattre la fabrique des préjugés. Cible régulière de discrimination, les personnes d'origine maghrébine. Ah, dis-moi, Pauline, pour l'Aïd, est-ce que ce serait possible d'organiser le travail de manière à ce que les salariés musulmans puissent prendre un jour? Hors de question. Au travers de ces scénettes caricaturales, la question de l'islam. Faire croire à je sais pas quoi, là. Mais non, mais c'est pas la question. N'insiste pas, c'est non. Non, mais après, il va me demander une salle de prière ou quoi, là? Alors. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous interprétez l'attitude de cette dame? Est-elle raciste? Est-ce qu'elle a des préjugés? Si oui, quel type de préjugés elle a? Les salariés de confession musulmane seraient-ils devenus un problème pour certaines entreprises? En tout cas, pas chez nous, pas chez General Electric. Ça, je peux le confirmer. Faire l'amalgame avec le nom d'une personne ou sa religion, je pense qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va résoudre la situation. On va regarder le profil en termes de compétences techniques, de compétences d'ingénierie de la personne, du candidat, quelle que soit son origine. Pour tous ces managers de multinationales et de grandes sociétés, c'est le même son de cloche. Le racisme, pas chez eux. Nos entreprises seraient-elles à ce point vertueuses, soucieuses de diversité? Pas si sûr. Une vaste étude démontre même tout le contraire. Pendant un an, une chercheuse en économie a réalisé un testing sur CV d'une ampleur inédite. 6000 entreprises piégées par de fausses candidatures et des résultats qui révèlent une chose. Lorsqu'on est musulman, c'est 4 fois plus dur de trouver du travail. Lorsque le candidat catholique masculin a besoin d'envoyer 5 candidatures pour décrocher un entretien d'embauche, le candidat musulman, lui, a besoin d'en envoyer 20, soit 4 fois plus. Une discrimination féroce, 6 fois supérieure à ce que peuvent vivre par exemple les Noirs aux États-Unis. Dans tout le pays, l'islamophobie fait des ravages, en particulier dans les petites entreprises. Ils savent qu'ils sont en dehors des radars de la lutte contre la discrimination et ils sont par conséquent assez décomplexés par rapport à ces questions. Après la tuerie de Charlie Hebdo, un autre attentat a bouleversé la France. Le meurtre d'un chef d'entreprise en Isère, décapité par l'un de ses salariés. Pour la première fois, le djihadisme pénètre le monde du travail. Un drame qui semble avoir réveillé de vieux démons. Discours racistes assumés, violence et discrimination. Enquête sur ces tabous qui sautent. Écoute, Mustapha. Sur ces petits patrons qui dérapent. Tu rentres dans le rang ou tu dégages. Tu dégages. Je suis quoi maintenant? Moi, j'ai rien dit maintenant. Regarde-moi. Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Sur une route de Lorraine, à quelques kilomètres de Metz. Au volant, Mustapha Atouchi, chauffeur poids lourd depuis 10 ans. Pourquoi maintenant je roule, je me trompe, le corps il tape pour moi, c'est pas 200 à l'heure. Depuis le 13 juillet, c'est la première fois que je prends la sortie celle-là. Au moment de quitter l'autoroute,
vers le siège de son ancienne entreprise de transport. L'homme est gagné par la panique. J'espère qu'il n'y a aucun personne, j'espère. L'angoisse de Mustapha, tombé nez à nez avec son ex-employeur. C'est là-bas, c'est en face là, tu vois. Sa voiture est là à gauche. C'est pas lui. C'est pas lui, ça. Le chauffeur n'a pas mis les pieds ici depuis 3 mois. Depuis que son ancien patron a prononcé des mots très violents contre lui. Toi, t'es un arabe et tu écoutes ce que je te dis, d'accord? Peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais te décapiter et je vais mettre ta tête sur le portail. Ce 13 juillet, tout commence sur le parking de cette PME. À la fin de sa journée, Mustapha, salarié depuis 2 ans, est pris à partie par son employeur. Celui-ci lui reproche une faute qui semble mineure. Il n'aurait pas mis assez d'eau dans la citerne de son camion. T'as vu le camion qui est garé à gauche? C'est là-bas qu'il va arriver le problème, devant la machine bleue et blanche. Pendant une demi-heure, Mustapha va subir un déluge d'insultes. Le chauffeur filme toute la scène avec son téléphone portable, car cela fait plusieurs semaines qu'il endure les brimades de son chef. Parce que où est-ce que tu as eu ton permis, toi? Tu l'as eu en France, ton permis? Non. Non, t'as pas eu ton permis en France. Tu sais pas rouler un camion. Et là, on n'est que 2, mon pote. Hein. Et là, on peut y aller. Hein. On peut y aller avec les poings. Moi, je suis face avec ta petite djellaba de merde, là. Non, moi, je respecte les gens qui plus âgés. Et toi, et ta gonzesse de merde. Si elle vient encore ici et me dit pas bonjour, alors ça ira mal. Écoute, Mustapha, tu rentres dans le rang ou tu dégages? Tu dégages. Je suis quoi maintenant? Moi, j'ai rien dit maintenant. Regarde-moi, ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Arrêtez vos conneries, les mecs. Arrêtez vos conneries. Moi, depuis que un patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque là. T'as compris ça? C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le tac et le mettre en haut de mon bâtiment. Et t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Alors fais gaffe à toi, hein. Encore choqué par cette agression, Mustapha est aujourd'hui en arrêt maladie, assommé par les antidépresseurs. Ce patron, qui pourtant l'avait embauché, le chauffeur l'a vu se durcir subitement il y a quelques mois. C'était en janvier 2015. Il y a quelque chose qui va arriver à la télé, comme Charlie Hebdo, comme l'autre Marocain, il était sans employeur. Il va dire, regarde, votre frère, qu'est-ce qu'il fait? Les Arabes comme vous, qu'est-ce qu'il fait? Mais tu ne mélanges pas trop, on n'est pas tous pareils. Des fois, tu trouves un Arabe, il est bien, il est mauvais, un Français, bien, il est mauvais. On n'est pas tous pareils. Mais tout le temps, il me dit, non, les Arabes, tous la même... tous, c'est les mêmes. Que s'est-il passé dans la tête du patron de cette PME prospère, d'une quinzaine de salariés? Sollicité à plusieurs reprises, il n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview. Alors, pour essayer de comprendre, nous avons cherché à le rencontrer dans ses locaux. Bonjour madame, il est ici monsieur Guy? Monsieur Guy, en entretien, donc on a une entreprise à faire tourner, nous, donc bon... Monsieur, vous connaissez monsieur? En caméra discrète, c'est finalement dans le restaurant où il a ses habitudes que nous l'avons retrouvé, accompagné de son épouse. Monsieur Guy, est-ce que c'est possible de vous parler de ce qui s'est passé pendant 5 petites minutes? Non. Pour quelle raison? Non. Parce que c'est une affaire en cours, monsieur. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce que vous me confirmez les propos qui ont été tenus ou pas? J'ai simplement besoin de savoir ça. Non. Mon avocat m'a dit de ne pas vous adresser la parole. Pour quelle raison? Parce que l'affaire est en cours, monsieur. Voilà, l'affaire est en cours. Vous regrettez au moins ces propos ou pas? On n'a rien à regretter. Mais est-ce que vous regrettez ces propos? Vous pouvez me dire si déjà de base vous regrettez ou pas ces propos? On n'a rien à vous dire. Un patron qui encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Car Mustapha Hatouchi a porté plainte pour discrimination liée à son appartenance religieuse. La pièce maîtresse pour son avocat, cette vidéo. Parce que peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais te décapiter
et je vais mettre ta tête sur le portail. Donc, ça, s'il a fait référence aux attentats de l'Isère, pauvre malheureux qui s'est fait décapiter par un fou. Quel lien y a-t-il entre cette affaire sordide qui s'est produite et le problème qu'a un employeur avec son salarié? On se rend compte qu'on est vraiment dans le côté irrationnel de cette affaire. On insulte espèce de musulman. Ça n'est pas autre chose que jeter l'opprobre sur une catégorie de population, puisque ça devient une insulte. Je n'aime pas les Arabes, ça c'est son droit. Il est français, donc toi tu es arabe, tu fais ce qu'il te dit, tu es arabe, tu fermes ta gueule. Si ça n'est pas ce que vous venez de dire, je vois mal. C'est-à-dire la discrimination? Oui, mais bien évidemment. C'est plus discriminant que ça. Je vois mal. L'histoire de Mustapha est-elle un cas isolé? Que se passe-t-il vraiment dans les couloirs de nos entreprises? À Paris, rendez-vous chez le défenseur des droits. Handicap, égalité homme-femme, homophobie. Ici, des milliers de cas de discrimination au travail. Slimane Laoufi tente de démêler ces affaires complexes où les preuves sont souvent inexistantes. Parole contre parole. Donc voilà les dossiers en raison de l'origine de discrimination dans l'emploi que l'on a reçus récemment. Là, vous avez un dossier qui vient juste d'arriver, c'est une rupture de période d'essai. Une personne qui avait été embauchée dans un hôtel et on lui a demandé de franciser son prénom. d'Ali à Alain, il a refusé, on a rompu sa période d'essai. Des absences d'évolution de carrière aussi, où les personnes nous disent qu'elles n'ont pas évolué. Elles sont les seules à ne pas avoir eu de promotion, à ne pas avoir évolué dans la société. On a un autre dossier également où la personne, il y a eu un refus d'embauche, où on dit à la personne carrément je préfère embaucher une personne française. Et c'est écrit noir sur blanc. Depuis les attentats, le défenseur des droits ne reçoit pas beaucoup plus de plaintes. Mais les affaires sont nettement plus violentes. Pour lui, c'est évident, la parole raciste s'est libérée. On le voit dans les situations de harcèlement où on traite son collègue de sale arabe ou de sale intégriste, hein, alors qu'il n'est pas du tout pratiquant. Vous voyez, l'amalgame est vite fait et je pense que ces phénomènes d'actualité, de triste actualité sur lesquels il y a une grosse résonance médiatique, fait en sorte que le stéréotype se renforce au lieu de se déconstruire. Des préjugés qui pèsent lorsque les entreprises recrutent. Un marqueur ne trompe pas, celui de l'intérim. Sous couvert d'anonymat, une responsable d'agence nous le confirme par téléphone. Comptables, secrétaires, commerciaux, aucun secteur n'est à l'abri. Depuis les attentats, on a ressenti de la part des employeurs une modification, un changement au niveau de leur comportement de recrutement par rapport à certains types de profils avec des noms à consonance étrangère, oui. Là, dernièrement, ma cliente qui me dit, voilà, je ne veux pas de noir et je ne veux pas d'arabe. Et il donne quelle raison, cet employeur, quand il dit ça? Il ne donne pas de raison. Ça sort tellement naturellement que pour lui, c'est naturel d'avoir ce genre de discours. Enfin, c'est pas vraiment du racisme pour eux, c'est juste que peut-être qu'ils ont eu des mauvaises expériences et qu'ils veulent pas réitérer l'expérience. Enfin, voilà. S'ils ont un candidat qui va quelquefois faire une mauvaise mission ou qui va avoir un poste sur lequel ça va mal se passer, ben on va mettre tout le monde dans le même panier. Bon, bah, c'était un arabe, ça s'est mal passé, on peut plus l'arabe. Dans le nord de la France, pas très loin de Lille, voici l'histoire de Leïla, 27 ans. Cette commerciale réputée travaille depuis des années pour un gros fournisseur dans l'industrie. Elle a récemment subi le racisme ordinaire de l'un de ses clients, une patronne de PME qui a tout bonnement refusé de traiter avec elle. Elle m'a tout simplement dit je le sais que t'es musulmane, hein, je le sais que t'es musulmane, je sais que t'es arabe, moi de toute façon j'en veux pas, ça n'ira pas, c'est comme ça. Elle m'a même dit qu'il était probable que je porte une robe, ce sont ses mots, mais que je porte une robe comme tous ces barbus et comme tous ces djihadistes qui étaient près de chez elle. Cette patronne, nous sommes allés la voir, en caméra cachée. Elle sait que nous sommes journalistes, pourtant, derrière le comptoir de sa boutique, elle assume très clairement son choix. Pas question de travailler avec des Maghrébins. Ça ne plaît pas aux gens, ça ne plaît pas aux clients. Hélas, c'est comme ça. Et vous? Nous, forcément, ils nous feraient perdre peut-être.
Il y a une mauvaise entente avec la population ici. Ils apprécient pas du tout. Hein. La population maghrébine en particulier? Bah, moi, je l'entends, hein, j'entends que ça. Et de toute façon, ils apprécient pas. Hein. On a beaucoup de mal. Et c'est des gens, ils veulent pas s'intégrer. Hein. Le problème, moi, je vous dis, c'est la religion. C'était pas comme ça il y a 20 ou 30 ans. Mais vous, quand vous... Ceux qui sont arrivés d'Algérie dans les années 60, les anciens, ils n'étaient pas aussi intégristes que ceux qu'on voit maintenant. Mais ils sont pas tous intégristes. Énormément intégristes. Énormément. Cette petite dame déroule froidement son discours raciste. Pour elle, pas un délit, mais une simple opinion, qu'elle défend sans honte depuis Charlie Hebdo. Et vous savez, les gars qui ont fait les attentats, là, ils ont travaillé aussi hein, dans des boîtes. Est-ce qu'ils ont vu comment ils étaient? Ils n'ont rien vu. Ceux qui ont fait les attentats de Charlie Hebdo, il a travaillé dans une boîte téléphonique ou des choses comme ça, non? Je sais plus. Ouais. Est-ce que les personnes, ils ont remarqué quelque chose? Ils n'ont rien vu. Ah oui, donc c'est ça. Donc il y a cette peur de votre part, oui, très clairement. Oui. Ça laisse un doute, monsieur. Voilà, uniquement. Voilà. Bon. Je vais aller manger. Je crois qu'il est midi et quelques. D'accord. Soutenue par sa hiérarchie, par ses collègues, Leïla a conservé son poste. Son entreprise a même rompu tout contact avec cette patronne. Mais reste pour la jeune femme une question. Que faire quand la gangrène raciste gagne à ce point du terrain? C'est complètement fou. Je pense partager les valeurs de la France autant que vous et autant qu'elle. Mon papa est né en France, ma grand-mère est 100% française, ma maman est née en Algérie française, je ne parle pas arabe, je n'ai été en Algérie qu'une seule fois. Que faut-il de plus pour être française? J'en viens à me dire qu'on ne peut pas être musulman en France, qu'on ne peut pas être arabe en France, enfin du moins qu'on ne pourra jamais être intégré en fait. Voilà, on n'arrivera jamais à s'intégrer, dit cette jeune femme. Elle est là à la fin de ce reportage signé Julien Daguerre et Vincent Pifto. L'affaire très choquante que l'on vient de voir de cet employeur qui insulte son employé franco-marocain, cette affaire est maintenant entre les mains d'un juge de Metz. L'employé a déjà été entendu par les gendarmes, l'employeur pas encore. On suivra cette instruction de près, mais on a voulu en tout cas vous montrer ces images parce qu'elles montrent une certaine réalité qu'on voit rarement sur le racisme dans le monde du travail. Le racisme dont on continue à parler avec vous, Laurent Bigorgne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. C'est un groupe de réflexion sur les politiques publiques qui vient de mener une très grande enquête, un testing pour essayer de mesurer les discriminations à l'embauche. Et vous nous révélez ce soir, ici même, les résultats de cette enquête. D'abord, la méthode, 6000 CV envoyés à des entreprises? La méthode, effectivement, qui a été mise en œuvre par une chercheuse, Marianne Valfort, qui est à l'université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris, est une méthode extraordinairement rigoureuse. Plus de 6200 CV envoyés pendant près d'un an. On était avant les attentats de 2015, je tiens à le dire, parce que ça peut aussi, pour nos concitoyens, avoir un impact sur, évidemment, leurs actions et leurs pensées, leur représentation. Ces 6200 CV, vous les avez envoyés au nom de Michel Haddad, Dov Haddad et Mohamed Haddad. C'est exactement ça. Un jeune homme qui est né au Liban. Marianne Valfort a neutralisé, en prenant cette méthode, l'origine. C'est-à-dire que comme on a un chrétien, un musulman et un juif, mais tous nés au Liban, on ne peut pas se dire que dans la perception de celui qui doit prendre la décision de donner suite au CV, l'origine va jouer. On est vraiment face à la religion et seulement la religion qu'on marque dans le CV à travers un certain nombre de points très précis. Très Alors, il est né au Liban, il est né au Liban, il a fait ses études au Liban. Il a fait ses études soit dans une école confessionnelle catholique, soit musulmane, soit juive. Il est arrivé en France, il a obtenu la nationalité française, il a eu son bac avec mention, il a fait des études de compta. Enfin bref, c'est le même parcours, sauf qu'effectivement, dans ses centres d'intérêt, il met qu'il a été scout catholique, scout musulman, scout juif. C'est vraiment que la religion qui diffère. Exactement. Et résultat, donc vous nous les révélez, on les voit qui s'inscrivent sur l'écran. Michel, il a besoin d'envoyer 4 CV pour obtenir un rendez-vous. Dov, le juif, 6 CV. Et Mohamed, le musulman, 20 CV. On mesure pour la première fois la discrimination à l'embauche de façon scientifique. À cette échelle en France, c'est la première fois qu'on parvient à le montrer. Alors, vous avez choisi là, de révéler effectivement une grande partie de l'étude s'agissant des garçons. On voit que s'agissant des femmes, les discriminations sont moins fortes. Elles sont même parfois corrigées dans certains cas.
Mais malgré tout, il faut savoir, si on prend une situation que sans doute ceux qui nous regardent ont en tête, si on était dans le cadre d'un blanc et d'un noir aux États-Unis, on serait sur des discriminations qui seraient un peu plus fortes que celles que subissent les juifs, mais beaucoup moins fortes que celles que subissent les musulmans. C'est-à-dire que vous prouvez que c'est plus difficile de trouver du travail quand on est musulman en France que quand on est noir aux États-Unis. Tout à fait. Et ça, en partant, en commençant cette étude, vous aviez une idée d'arriver à ce résultat? Non, on a une idée, si vous voulez, globale quand on part, c'est qu'on sait que la société française, le mal dont on parle, ne concerne pas que la situation de l'embauche. C'est un mal qui est partagé par la fonction publique, c'est un mal qui est partagé par les grandes écoles, on le sait bien, c'est un mal qui est partagé par la démocratie au sens où les élus sont généralement peu représentatifs de la diversité de la population française. Là, on est quand même sur des échelles. Quand on dit qu'il faut envoyer 20 CV plutôt que d'en envoyer 5 pour être, au fond, rappelé une fois, on est sur quelque chose d'assez grave et d'assez choquant. Alors, on précise que ce n'est pas envoyé uniquement à des PME, comme on vient de le voir dans le reportage. Hein. Il y a des grandes entreprises, des multinationales, des associations, des collectivités, oui. Alors ça, c'est le constat que vous faites et qui est assez terrible. Maintenant, les solutions, parce que vous préconisez, certaines de vos préconisations vont d'ailleurs faire débat. Il y a ce terme de discrimination positive qui est souvent employé. Vous êtes plus précis, vous avez des... Non, mais il faut d'abord rappeler à ceux qui nous regardent encore que il y a une façon de lutter contre les discriminations à l'embauche, qui est une façon certaine, c'est d'être dans une société qui est au plein emploi. Ouais, mais ça, oui. S'il n'y avait plus de chômage, ça irait mieux. Exactement. Mais il y a des mesures qui seraient plus chocs, et vous les évoquez dans votre rapport. Ce serait par exemple un système de bonus-malus, une entreprise qui embaucherait des gens issus de la diversité pourrait avoir des baisses de charges ou des baisses d'impôts, et à l'inverse, les autres seraient sanctionnés? Ça, c'est une proposition que Marianne Valfort forge en son nom propre, qui n'est pas reprise par nous, parce qu'on pense que dans l'écosystème français, il y a premièrement effectivement un cadre juridique qui est celui de la Constitution. En France, on ne fait pas de différence, et je pense que c'est heureux, à raison de l'origine ou de la religion des gens. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'il ne faut stigmatiser aucune population. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas commencer à stigmatiser des candidats à raison de leur origine. Vous ne pouvez pas non plus stigmatiser de mauvais employeurs, parce que ces mauvais employeurs, il y a très peu de chances, au final, que leur comportement se modifie. On voit bien, il y a des systèmes de bonus-malus, par exemple en France, pour recruter des apprentis. Ça ne fonctionne pas bien. Nous, on pense, et c'est évidemment pas la voie la plus glamour, hein, on pense qu'on est face à un problème majeur de formation des recruteurs, de formation des employeurs. Il y a du racisme ordinaire, il y a des peurs. Et j'imagine que si on refaisait ce testing après les événements de 2015, on trouverait des choses encore moins plaisantes. Mais il faut que, vis-à-vis de nos compatriotes qui sont soit juifs, soit musulmans, on arrive à faire tomber un certain nombre de stéréotypes. C'est un combat de longue haleine. Ça prendra du temps, mais il faut impérativement que ça passe par des actions de formation et par, quand ça ne suffit pas, des actions effectivement plutôt judiciaires. Merci Laurent Bigorgne. Et tous les résultats de cette étude donc, que vous nous avez révélés ce soir ici sont à lire en intégrale sur institutmontaigne.org. C'est votre site. On a beaucoup parlé ce soir des conflits entre patrons et salariés. Et bien justement, on va voir maintenant quelque chose qui est tout à fait jouissif. C'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée, les entreprises qui se libèrent de leurs petits chefs. Il y en a plus qu'on croit en France et ça marche beaucoup mieux qu'on peut l'imaginer. J'ai viré mon chef. C'est une enquête de Mathieu Fourou, Mathieu Nevenglowski et Anne Cohen. Il est un pays où l'on est heureux de se lever pour aller bosser. La Finlande, le champion européen du bonheur au travail. À Helsinki, une entreprise de nettoyage mise tout sur l'épanouissement des salariés. Claire et Aïré sont femmes de ménage. Chez leurs clients, elles décident quand et comment elles veulent travailler. Claire, quelle pièce tu nettoies aujourd'hui? La cuisine? Ok. Et après on fera les bureaux. D'accord. Claire et Aïré ne bossent jamais la nuit. Elles ont choisi d'être visibles, au milieu des employés, fières de leurs uniformes colorés et heureuses de travailler. Il y a beaucoup de papier, hein? Oui, il y a beaucoup de paperasse. Ouais. Comment allez-vous? Nickel, et vous? Une fois leur mission terminée, les femmes de ménage deviennent des commerciales. Elles gèrent elles-mêmes les relations avec le client. Merci. Merci. Le mois prochain, ça va être chargé pour vous, hein? Ah oui, c'est vrai. Il y a cette grande conférence qui arrive. Tout était très propre hier, on était contents, hein? Oh, merci.
Bon boulot, hein. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Bon boulot. En Finlande, les nettoyages sol, c'est le paradis du travailleur, où les chefs comme Michael feraient presque office de gentils organisateurs. Les filles, vous pourriez faire la cantine et puis le hall, s'il vous plaît? Moi, je me vois avant tout comme un ami. Je ne veux être ni un petit chef, ni un dictateur. Donc surtout, j'attends d'elles qu'elles me disent toujours ce qu'elles pensent, parce que souvent, elles ont de meilleures idées que moi sur la façon d'organiser le travail. Alors ici, les chefs disent jamais « fais ça et tais-toi » ? Ah non, ah, surtout pas. Pas question, pas question. Je ne veux surtout pas qu'elles aient peur de moi. Personne ne voudrait plus bosser pour lui. On lui dirait bye bye. Des chefs à l'écoute et des employés souriants pour gagner des clients. En Europe, Sol est un précurseur, l'un des premiers à adopter cette culture où patron et salarié dansent sur un pied d'égalité. Ici, la confiance paye. Une croissance spectaculaire, 270 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Super ambiance! De quoi donner des idées à des patrons dans le monde entier. 4 siècles que les entreprises gagnent en complexité, que les patrons s'éloignent toujours davantage de leur base, des salariés. Au fil du temps, des armées de petits chefs ont été créées. Des tyrans qui mènent leurs troupes à la baguette. Mais aujourd'hui, de plus en plus de patrons font un choix différent. On appelle ça l'entreprise libérée. Mettre le bonheur des salariés au même niveau que les profits. Remplacer le contrôle par la confiance. Et surtout, renverser la hiérarchie. Bienvenue dans les boîtes sans chef. À Nantes, une entreprise a rallié tous les patrons qui ne croient plus en l'autorité. Chronoflex, spécialiste du tuyau flexible. Je n'arrive jamais le premier à l'entreprise et je ne repars jamais le dernier. J'ai gommé les titres sur mes cartes de visite. Alexandre Gérard, un repenti de la chefferie. Je ne remettrai plus jamais de costume. Des patrons de PME sont venus de la France entière. Écoutez ce PDG iconoclaste qui a fait le grand saut en lâchant tout le pouvoir aux salariés. Dans cette boîte, en 2011, il a tout démoli. On a supprimé tous les systèmes de carottes et de bâtons qu'il y avait avant. Et on était champion des systèmes de carottes et de bâtons. Alexandre Gérard est devenu le gourou français de l'entreprise libérée. Une théorie à la mode qui accueille chaque jour de nouveaux convertis. Il y a des centaines d'entreprises qui se sont engagées en ce moment, et pas des moindres. Et on peut citer celles qui ont communiqué officiellement, comme Kiabi, Decathlon ou Michelin, par exemple. Et si la refondation sociétale, que nous sommes un certain nombre à appeler de nos voeux, était en train de naître au cœur de nos entreprises? Et si les organisations qui ont choisi la confiance et la liberté pouvaient vraiment bouger les lignes? Un discours messianique qui fait mouche chez ces patrons qui voient le monde changer. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans les entreprises. On sent bien qu'on est dans un cycle qui évolue. Je pense que de toute façon, la génération Y ou Z ou Millennium, elle est en train de tout péter. Donc, c'est pas la peine d'essayer de s'accrocher à un système qui ne fonctionne pas. On le sait bien, le système hiérarchique, le système capitaliste aussi, à un moment ou à un autre, va céder. Chronoflex Morgan, bonjour. Voilà 3 ans que cette PME de 300 personnes est un laboratoire à ciel ouvert. Leur boulot, réparer des tuyaux dans toute la France. Ici, le patron laisse la bonne humeur et la confiance s'exprimer, en se faisant le plus discret possible. Si vous avez envie de vous faire une petite sieste, vous venez ici. Ah, là. Ah, c'est super. Et vous venez souvent ici, vous? Alors en fait, moi je suis pas très souvent au bureau. Mais quand je suis ici, j'aime bien. Non, en fait, ce qui est très important, c'est de trouver la bonne distance avec l'organisation. Si je suis trop près, je sais que j'influe négativement.
parce que je représente le patron classique que j'ai été pendant 15 ans. Et si je suis trop loin, je ne peux pas assurer ce rôle de gardien. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne distance, être présent pour assurer peut-être le relais quand il y a besoin de quelque chose, mais suffisamment de laisser d'espace pour qu'ils puissent eux-mêmes construire l'avenir de la boîte. Chez Chronoflex, les décisions stratégiques se prennent désormais sans le patron. Cadres et ouvriers prennent sur leur temps de déjeuner pour s'accorder sur les budgets. Peut-être qu'on en parle aussi avec le reste, ceux qui sont à distance. Pour recruter leur pairs. Qu'on leur fasse un petit retour. Ou ce jour-là, pour décider du contenu de leur prochaine formation. Ils sont en visio avec un formateur potentiel, un fournisseur potentiel. Et ils vont choisir le nombre de jours, le format, le budget, etc. Comme ils ont connaissance de tous les chiffres, ils vont pouvoir prendre la bonne décision. Ça se passe toujours comme ça ici, c'est sans vous. Ça se passe comme ça. On a confiance et ça se passe toujours très bien. Le collectif est toujours raisonnable. La démocratie avant la hiérarchie. On peut voter 2 fois. Oui. Ouais. 2, 4, 6. Ouais. Mais pas Philippe. C'est le premier des commandements de l'entreprise libérée. Que je garde. Plus facile quand il y a un chef qui tranche, là, non? Non, parce qu'on subit. Donc finalement, les frustrations, on les ramène avec nous. Là, on a tous décidé, donc des frustrations, il n'y en a pas. À voter. Gilles Gardel. Génial. Waouh. Même les cadres, comme Sébastien, sont élus par les ouvriers. Mais ici, on ne parle pas de chef, plutôt de capitaine. Sébastien vient d'être réélu pour un mandat de 3 ans. Chaque mois, il gagne 200 € de plus que ses copains. J'ai pratiquement rien à faire, quoi. Il débrouille son chef. C'est ça. Non mais c'est vrai en plus. C'est ça, ils sont tous autonomes ici, donc à part faire les plannings, les astreintes, les trucs, autrement... Nous, avant tout, c'est un collègue de boulot. Voilà, tout à fait, je suis un technicien. Avant capitaine, il n'aurait pas le statut de capitaine, enfin, il aurait... Si capitaine, c'est juste un... C'est un nom qu'on met sur la tête. Et si ça marchait mieux sans chef? Près de Rennes, des employés sont beaucoup plus heureux depuis que ce vilain mot est interdit sur les murs de l'entreprise. AMI n'est pas un kolkhoz, ni une coopérative. Mais dans cette petite usine de pièces métalliques, tout s'est mis à mieux tourner le jour où la direction a laissé les manettes aux ouvriers, comme David, employé ici depuis 10 ans. Quand une pièce casse sur sa machine, ici, pas de paperasserie. David peut la commander lui-même, directement. Même pour 1 000 €, l'entreprise lui fait confiance et pour lui, ça fait toute la différence. Je suis motivé de venir au boulot, ouais. Ouais. Très motivé même. J'ai connu d'autres boîtes avant où forcément le matin tu vas toujours un petit peu à reculons parce que voilà, tu sais, tu vas dans un train habituel en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais que tu vas même découvrir des nouvelles choses. Et on s'épanouit même dans la vie privée, quoi. Avec ce nouveau système, David ne gagne pas plus que chez les concurrents, mais il s'investit davantage. On est en train de voir pour les samedis, pour le mois d'octobre, voir comment on s'arrange. Ici, travailler le week-end, ce n'est plus un problème. Moi, de toute façon, je vais pas être là. Je suis au congé pater, comme vous le savez. David et ses collègues s'organisent sans DRH. Moi, je pourrais le 3 octobre. Oui. 24-31. Le 24, moi, je peux pas. Moi, je prends le 24, celui. Ouais, et il prend le 24 et je prends le 31. Voilà. Et voilà 3 samedis de sacrifiés, sans état d'âme. Jusqu'à 18h30. Quand les commandes se multiplient, ils décident même de faire des heures sup. Après, tu peux partir avant, tant pis. Check. Ouais, check. Vous pensez que vous bossez plus que si vous aviez un chef sur le dos? Si j'avais un chef sur le dos, moi je me poserais pas la question. À 5h, je suis parti et que je sois prêt ou pas prêt, c'est comme ça. Et voilà, je fais mes horaires. Tandis que là, comme on est beaucoup plus investi dans l'entreprise, après, faut savoir aussi bien sûr que toutes nos heures sont récupérées ou payées au choix. Avant que l'entreprise ne fasse sa révolution en 2012, il y avait bien un chef dans cet atelier. Cédric, le contremaître, se consacre désormais aux clients. Quand il revient aujourd'hui, ce n'est plus pour réprimander, mais pour papoter. Moi je dis toujours, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ça n'a pas l'air de vous manquer. Oh non, bien au contraire, moi je veux plus être chef. Il est hors de question qu'on propose un poste de chef. Dans quel intérêt? Faut que je sois plus stressé pour dire regarde, tu fais ci, tu fais ça. Non, moi ça t'intéresse pas. Moi je veux que tout le monde soit heureux dans l'entreprise et que tout le monde arrive le matin avec la banane, voilà. Redonner le sourire aux salariés. Réenchanter le travail.
Quand le nouveau directeur a pris la tête de l'usine, en 2012, il a commencé par faire redescendre les chefs de leur piédestal. Nous, on considère que l'homme est bon, qu'il est intelligent, qu'il est capable de s'auto-organiser et que s'il a compris pour qui et pourquoi il travaille, s'il a compris le sens de son travail, il peut fonctionner en autonomie complète. Nous sommes convaincus que ce management par la confiance génère du bien-être, qui lui-même génère de la performance. En 3 ans, chez AMI, le chiffre d'affaires a bondi de 15%. Et les clients n'ont jamais été aussi contents. L'indice de satisfaction, c'est le pourcentage de clients qui sont livrés à l'heure. Il n'y a plus de chefs et pourtant on livre plus à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est peut-être parce qu'on a plus d'agilité. Donc les opérationnels prennent les décisions au moment où il faut les prendre. C'est peut-être que quelque part, dans les structures, le chef dérègle, entre guillemets, quelque chose. Involontairement, mais dérègle quelque chose. Des ouvriers comblés, mais certains vivent très mal la promesse idéale de l'entreprise libérée. Les cadres. À Angoulême, Pierre était directeur des ventes internationales d'une PME. Jusqu'à ce que son patron supprime son poste. Pour lui, l'entreprise libérée cachait plutôt une chasse aux cadres, désignés comme des nantis. Ça a commencé d'abord par une ambiance plutôt délétère, anti-cadre, l'abolition de la voiture de fonction. Moi, j'ai vécu cela effectivement comme quelque chose d'assez choquant. La fin du comité de direction sans ultimatum, sans rien. C'était terminé, fini, on ne se réunit plus. J'ai vécu cela comme effectivement quelque chose d'assez violent, d'assez irrespectueux. Voilà, ce sont des petits détails comme cela qui se sont accumulés, qui ont provoqué chez moi un premier arrêt maladie d'1 mois. Quand je suis revenu, mon bureau était dans l'open space. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai vécu très moyennement. En 2 ans, les 3/4 des cadres supérieurs de l'entreprise ont été poussés vers la sortie. Pour lui, un plan social déguisé. L'intention, c'est de faire mieux avec moins. Ça, c'est la grande mode. On fait mieux avec moins. Mais faire mieux avec moins, c'est toujours moins, en tout cas. D'un point de vue dépenses, d'un point de vue structure, d'un point de vue coût. Cette philosophie, elle entraîne concrètement du cost killing. Je vire toutes les lignes qui dépassent. Aujourd'hui, 200 entreprises françaises se sont lancées dans la libération. Dernière en date, le groupe Auchan. Au mois de janvier, il a supprimé 700 postes de cadres et de chefs de rayon. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Mathieu Niewenglowski. Et on se retrouve ici à La Mutinerie, c'est un espace de coworking, de travail ensemble dans le 19e arrondissement de Paris. Ici, on peut travailler, jouer au piano, il y a une salle de yoga, il y a des bureaux, il y a des salles de réunion, il y a un café, enfin bref, tout pour travailler dans le bonheur. Et on se retrouve avec vous, Laurence Vanet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du bonheur, vous avez même eu un titre officiel, vous étiez Chief Happiness Officer, c'est-à-dire chef du bonheur à la sécurité sociale belge. Vous allez nous raconter ça, mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de voir, c'est très très réjouissant, non ? C'est plutôt réjouissant, effectivement. C'est une vraie lame de fond. Donc, on est sur à peu près 200 organisations en France qui s'investissent dans le bonheur au travail. Mais on ne peut faire qu'une chose, c'est contaminer, puisque le bonheur, c'est contagieux. Eh bien, un des critères du bonheur, c'est donc de supprimer les petits chefs ? Pas nécessairement. Un des critères du bonheur, c'est de donner de la valeur ajoutée, en fait, à tous les niveaux hiérarchiques. Et puis, c'est donner de la valeur ajoutée et faire comprendre à chacun quel est son rôle dans l'organisation. Alors, tout ça, vous l'avez appliqué donc vous-même à la sécurité sociale belge. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? C'est un grand projet d'équipe. En fait, le ministère avait la nécessité de changer sa culture. Pour changer la culture, on a changé l'environnement de travail, notamment en proposant 7 postes de travail pour 10 personnes, une vraie révolution. C'est-à-dire, vous supprimez des postes ? Non, on supprime les bureaux, en fait. Donc, on ne propose plus que 7 bureaux pour 10 personnes. En général, on sait que le taux d'occupation moyen d'un poste de travail dans le bureau est de 80%. Le reste du temps, vous êtes en congé, vous pouvez être en maladie, vous êtes en formation, en réunion. Donc, il n'y a pas besoin d'occuper autant de mètres carrés, finalement. Et ça a tout changé ? Ça a changé, ça a été vraiment un levier pour faire basculer la culture, mais on a aussi bien sûr travaillé sur l'évolution du rôle des responsables d'équipe, on a travaillé sur les modes de communication, on a travaillé sur les objectifs, on a arrêté les objectifs individuels, plutôt travaillé les objectifs en équipe. Donc finalement, on a remis du civisme, de la collectivité, de la solidarité au sein de l'organisation et bien sûr de la confiance. Et résultat ?
Les résultats sont vraiment impressionnants, résultats financiers, parce qu'on a économisé énormément de mètres carrés, ça s'est chiffré à un moment donné à 9 millions d'euros. On a diminué par 2 nos frais d'énergie, nos frais de maintenance, de 80% les frais de reprographie. On a augmenté de 17 points le niveau d'engagement, puisqu'on le mesure, des fonctionnaires. On a un leader sur 2 qui est une femme, parce qu'il ne faut plus choisir entre sa vie de maman et sa vie de manager. On a augmenté de 500% les candidatures spontanées, on a diminué de 75% les départs volontaires et on est devenu un des employeurs les plus sexy de Belgique. Ah oui, parce que jusqu'à présent, la Sécu en Belgique, comme peut-être chez nous d'ailleurs, c'était pas très sexy. La Sécu belge avait du mal à recruter. Oui, tout à fait. En 2005, on a pris conscience qu'il y avait presque personne qui voulait postuler chez nous, alors qu'entre 2005 et 2015, on allait perdre 40% du personnel puisqu'il y avait les départs à la retraite. Et il est hors de question de mettre la clé sous le paillasson de la Sécu, donc on était obligé de se réinventer pour devenir à nouveau attractif. Alors, ce qu'on a vu dans le reportage de Mathieu Fourou, donc c'est que les postes intermédiaires, les hiérarchies sont parfois supprimés pour donner de la confiance aux gens, pour leur donner le sens de l'initiative. C'est ça l'essentiel, c'est de dire aux gens prenez-vous en main, c'est comme ça que ça va mieux? C'est en partie comme ça que ça va mieux. Donc effectivement, il faut pouvoir cultiver cette confiance a priori. Et ça, c'est un grand défi pour chaque responsable d'équipe, c'est d'arrêter d'être dans le contrôle, mais de dire je vous fais confiance, je vous offre ma confiance a priori, donc ne la trahissez pas. Donc l'idée, c'est de donner de la liberté à chacun pour s'organiser, mais en échange de cette liberté, ça va être de demander la responsabilité de ses choix. Et c'est à partir de ce moment-là que finalement, on arrive à dégager plus de bonheur pour la personne, parce que vous pouvez décider comme vous l'entendez de vous organiser, mais aussi plus de performance, parce qu'on agit sur le collectif. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Parce qu'il y a plein de chefs qui pensent que s'ils ne sont pas là, leurs employés, ils font rien. Ils se disent, c'est quand je suis là, je les pousse, sinon ils vont se tourner les pouces. Oui, mais ça marche à tous les coups. À partir du moment où on a compris ce qu'il y avait à gagner derrière, un chef qui va passer du contrôle à la confiance, en fait, il va se dégager énormément de temps pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir repenser sur la stratégie, parce que ça va devenir un de ses rôles. Son rôle va devenir d'inspirer son équipe et surtout de la mettre en situation de succès. Ça devient un facilitateur, en fait. Ça se mesure comment, le niveau de bonheur dans une entreprise? On peut regarder les sourires le matin à l'arrivée, mais enfin, c'est un peu subjectif. Bon, la première chose, c'est de demander à vos collègues, à vos collaborateurs s'ils sont heureux, tout simplement. Et puis, on peut avoir des indicateurs qui sont effectivement vraiment ancrés dans la vie de la société. On peut regarder le taux d'absentisme, on peut regarder le taux de maladie, on peut regarder le taux d'engagement. On sait qu'un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, ça coûte très cher de perdre quelqu'un, 31% plus productif et 55% plus créatif. Qui n'en voudrait pas? Eh bien, ça fait du bien de parler un petit peu de bonheur et de parler avec quelqu'un d'heureuse. Merci beaucoup, Laurence Vanet, donc du cabinet Happy Formance. Ça fait du bien après ce qu'on a vu ce soir sur le racisme ou sur la violence dans le travail. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, un nouveau numéro de complément d'enquête consacré à la menace terroriste. Tout de suite, musique sur France 2, Alcaline.